votre fidélité. Comme tous les matins, nous sommes en direct avec notre correspondante à Jérusalem en Israël, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Alors on va peut-être commencer évidemment par ce qui se passe sur le terrain. On va parler des otages, hein. Il y en a désormais 73, mais peut-être d'abord sur les dernières informations sécuritaires, ce qui s'est passé cette nuit sur le front nord et à Gaza, Pascal. Oui, sur le front nord, l'aviation de Tsahal a encore effectué des frappes ce week-end et encore cette nuit au sud Liban et dans la Bekaa contre des sites militaires du Hezbollah. C'est demain qu'expire le délai du déploiement de l'armée libanaise au sud Liban et du retrait de Tsahal. Israël a demandé une nouvelle prolongation jusqu'à la fin du mois, une demande appuyée par les États-Unis, mais toujours rejetée par le Liban et par la France. Et puis sur le front sud, à Gaza, Tsahal a effectué hier 2 frappes ciblées contre des terroristes qui s'approchaient de ses positions. 4 terroristes du Hamas ont été tués et plusieurs autres blessés. Donc la situation, malgré le cessez-le-feu à Gaza, qui reste extrêmement tendue. Alors pour revenir un instant sur ce qui se passe au nord, le Liban a mis en garde Israël. Israël devra se retirer normalement dès demain. Absolument. Donc, les heures qui viennent vont être déterminantes. C'est aussi une des missions qui incombe à Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui est en visite en Israël et qui effectue une tournée diplomatique au Proche-Orient, d'arriver à obtenir un nouveau délai pour ce redéploiement de l'armée libanaise au sud Liban, ce redéploiement qui n'est pas terminé. Le Hezbollah qui est en train de reprendre position au sud du fleuve Litani en violation de l'accord de cessez-le-feu. Donc là aussi, évidemment, une décision déterminante attendue avant demain. Alors par ailleurs, on parle aussi de ce qui s'est passé ce week-end, la libération des 3 otages. Benyamin Netanyahou va réunir aujourd'hui son cabinet de sécurité pour faire le point justement sur la suite des négociations avec le Hamas. Oui, une réunion du cabinet de sécurité qui doit porter cette fois-ci sur la deuxième phase de l'accord de trêve. Les négociations sur cette deuxième phase auraient dû commencer dès le 3 février. On est donc pratiquement 2 semaines plus tard et on a vu évidemment l'accord de trêve subir un certain nombre de crises, notamment la semaine dernière avec l'annonce par le Hamas qu'il refuserait de libérer 3 nouveaux otages samedi, ce qui a donc pu être réglé. Mais maintenant, les Américains aussi font pression sur Israël pour entamer la deuxième phase de l'accord. Pour l'instant, le Premier ministre avance en quelque sorte à reculons. Il a autorisé hier le départ d'une délégation israélienne qui doit arriver aujourd'hui au Caire, mais dont le mandat se limite au suivi de la première phase de la trêve. Donc là aussi des discussions déterminantes alors qu'on marque aujourd'hui, comme on le sait, le 500e jour de la guerre. Et on peut, en tout cas Israël peut toujours compter sur le soutien des États-Unis, mais Donald Trump a dit c'est Israël qui prendra les décisions avec quand même mon aval. En gros, c'est un petit peu ça qu'il a dit. Oui, c'est Israël qui décidera de la suite, mais en consultation avec moi. C'est ce qu'a déclaré cette nuit Donald Trump, qui a d'ailleurs assuré que cette tactique de fermeté face au Hamas avait payé et que c'est ce qui avait permis la libération de 3 nouveaux otages samedi. On a entendu hier Benyamin Netanyahou, donc, qui recevait Marco Rubio, assurer que les États-Unis et Israël travaillaient en coordination et en coopération totale autour d'une stratégie commune, mais que cette stratégie commune ne pouvait pas être exposée dans le détail au public. Mais donc, on voit en tout cas, même s'il y a un soutien américain, et on avait entendu évidemment Donald Trump parler d'ouvrir les portes de l'enfer sur le Hamas s'il violait l'accord, on voit que cette fermeté américaine s'accompagne aussi d'une pression sur Israël et sur l'ensemble des acteurs de cet accord de trêve pour que la trêve arrive à sa deuxième phase qui doit donc marquer le retour de tous les otages, mais aussi la fin de la guerre à Gaza. Alors, il y a aussi, par ailleurs, puisqu'on parle des otages, et c'est peut-être important de le rappeler, même si on l'a déjà dit sur cette antenne, les témoignages d'anciens otages qui sont de plus en plus nombreux et qui sont glaçants. Est-ce que justement, des 3 otages qui sont revenus samedi, on a eu de nouvelles informations, de nouvelles révélations sur leur captivité ? Oui, notamment aussi sur les conditions de captivité des otages qu'ils ont laissés derrière eux, notamment Elkana Bourbout et Alon Oel,
dont l'état de santé est extrêmement préoccupant, notamment par les témoignages recoupés des otages libérés qui eux-mêmes ont confirmé avoir subi des tortures physiques et psychologiques de la part de leur geôlier, d'être restés la plupart du temps de leur captivité dans des tunnels à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Yair Horn, qui a notamment survécu aussi un bombardement de Tsahal sur le bâtiment dans lequel il était détenu et dont il a réchappé de justesse. On sait aussi que ces 3 otages n'ont que très peu reçu de soins médicaux pour les blessures qu'ils avaient subies lors de leur capture. Ils ont tous été blessés, soit par balles, soit par des éclats aux jambes, aux bras. Et cela s'ajoute en plus aux sévices qu'ils ont subis, à la famine. Donc évidemment, encore des témoignages extrêmement préoccupants pour le sort des otages toujours aux mains du Hamas. Alors par ailleurs, Pascal, c'est le gros dossier à venir la semaine prochaine, les conclusions de l'enquête sur le 7 octobre. Apparemment, alors selon le site Ynet, on parle d'incidents accidentels à Kfar Aza, apparemment des tirs de l'armée qui auraient malheureusement tué des civils. Qu'en est-il exactement ? On connaît dans les grandes lignes ce qui s'est passé. On sait qu'il y a eu des opérations de tentatives de sauvetage par de petites unités des forces de sécurité, puisqu'il n'y avait aucune coordination lors des premières heures de l'attaque du Hamas le 7 octobre, et malheureusement aussi des erreurs d'identification où des civils israéliens ont été pris par erreur pour des terroristes. On sait que cela a aussi malheureusement aggravé le bilan des victimes. Toutes ces informations vont donc être divulguées à partir de la semaine prochaine. L'ensemble des rapports d'enquête interne diligentés par Tsahal sur ordre du chef d'état-major, Herzi Halevi, qui vont être rendus publics sans toutefois comporter de conclusions personnelles. Il ne va pas y avoir tel ou tel officier qui sera désigné spécifiquement comme responsable, mais plus un compte-rendu plus large de l'ensemble des opérations de Tsahal pour tenter de repousser les terroristes du Hamas le 7 octobre, dont on sait évidemment que ces opérations n'ont pas suffi, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Pascal pour ces informations.